Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Thomas de Burbidge. Salut Thomas, Hello, ça va? ça va et toi? Ouais, top. Aujourd'hui, du coup, je t'ai invité sur la chaîne Thomas pour parler d'un sujet qui intéresse plein de freelances, c'est le side project. J'ai remarqué que quand on est dans des milieux avec pas mal d'entrepreneurs, on a vite plein d'idées, on a vite envie de créer un peu notre truc à nous. Et c'est pas forcément toujours facile de concilier ça avec une activité de freelance qui marche Hmm. bien et qui nous prend déjà pas mal de temps, pas mal d'énergie. Euh, Toi, tu es un freelance à la base qui petit à petit a lancé son side project et maintenant tu te consacres à 100% à ce qui était un side project à l'origine. Voilà, donc j'avais envie qu'on puisse parler de ça. Ouais. Je pense que globalement tout le monde te connaît, mais si tu pouvais quand même nous redire en quelques mots qui tu es, ça serait top. Hmm. Déjà, contexte, j'adore cette question de qui tu es parce que c'est hyper changeant en fait. La notion d'identité, c'est un truc qui me fascine. Et de plus en plus, moi, j'arrive à des stades de réflexion dessus où je me dis, il n'y a rien de tangible sur lequel je peux appuyer, que je peux toucher, où je dis, tiens, ça c'est moi. Du coup, j'ai l'impression que c'est en évolution constante, mais voyons ce qui sort aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais que du coup, mon prénom c'est Thomas, mon nom de famille c'est Burbidge, euh, et je suis quelqu'un qui est profondément passionné par les êtres humains et par le mystère de cette vie qu'on mène tous et toutes avec ces différents lots de complexité et d'aventures tout aussi fantasques les unes que les autres sur cette planète chelou qu'on essaye de comprendre. Et donc ça, je pense, c'est la manière la plus vaste que je peux me Oui, définir. Et ensuite, de base, je pense que si je re-regarde mon parcours, mes premières impulsions étaient un peu des impulsions dont j'ai hérité de la société dans laquelle on vit, qui étaient de l'ordre de devenir quelqu'un. Mes parents, c'était des hippies, j'ai grandi au milieu de la campagne et moi, je voulais devenir quelqu'un d'important, tu vois, pour briser le schéma. Ce qui m'a mené à faire mes études dans la gestion d'entreprise, puis le marketing et monter à Paris et travailler en cabinet de conseil en alternance jusqu'au jour où mon père meurt en 2014, j'ai 20 ans, d'une rupture d'anévrisme qui du coup me fait questionner tout ce cheminement que j'avais eu jusqu'à ce stade-là et où je me suis rendu compte que euh, la leçon que je pouvais retenir de la vie de mon père, et avant ça, il y a eu tout un cheminement, développement personnel, remise en question de plein de trucs, mais à un moment donné, j'arrive au stade de me dire, OK, voilà, la réalité de ce que je vis, c'est que j'ai perdu mon père, arrêtons de le subir, et je vais chercher une autre manière d'interpréter cet événement. Et donc, je me suis posé la question de, en partant, quelle leçon il essaye de m'apprendre? Qu'est-ce que je peux tirer de sa vie et de ses expériences? Et la leçon que j'ai retenue de ça, c'est que toute notre vie, tout le monde va nous dire comment est-ce qu'on devrait vivre. C'est quoi la bonne chose à faire, la bonne voie à suivre. Et lui, c'était beaucoup sa famille, son entourage qui lui disait ce qu'il devrait faire et ce qui était bon. C'était le dernier d'une fratrie de quatre et ses grands frères faisaient des grands métiers avec des grandes choses. Et lui, lui, c'était un hippie, quoi. Et, euh, il voulait pas et du ça, coup, lui. il voulait faire ces trucs. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est quitter. Enfin voilà, il a jamais utilisé le diplôme qu'il a eu et ce qu'il a suivi. Il a eu un grand diplôme de biologie. Il a jamais utilisé. Il a entrepris. Il a fait des choses, mais il a fini par acheter une vieille ferme défoncée au milieu de la Dordogne et a s'y expatrié pour la retaper avec sa copine, ma mère, euh, et vivre le mode de vie que lui voulait vivre, au-delà de tout ce qu'on lui disait qui était la bonne manière de faire. Et du coup, quand je me suis reconnecté à, tiens, c'est ça que je retiens de la vie de mon père, je me suis questionné sur, OK, ben, moi, ça ressemble à quoi en fait? Ouais, Après c'est quoi avoir ton été, idéal finalement? à quoi ça ressemble une vie selon mes termes, pas selon ce qu'on me disait à l'école de, voilà, t'es destiné pour les grosses boîtes, prépare tes entretiens, blablabla, tout ça, selon mes règles, si je repars de zéro et d'une page blanche. Et quand je me suis posé cette question, je me suis dit, OK, d'ailleurs, je vais découvrir ça. Mais si je veux avoir le plus de pouvoir possible pour le façonner de mes mains, il faut que j'ai le plus de pouvoir possible sur mon travail. Parce qu'on passe tous et toutes, en tout cas dans la société dans laquelle on vit actuellement, une grande partie de notre vie à travailler.
Et du coup, c'est là où je me suis dit, bah, OK, la meilleure manière d'avoir le plus de contrôle et le plus de pouvoir sur à quoi ressemble mon travail et donc sur à quoi ressemble ma vie, c'est de devenir indépendant et de me lancer en freelance, ce que j'ai donc fait dès la fin de mes études. T'es pas Et j'ai passé par la d'ailleurs case commencé avant. salariée. Bah, en fait, j'ai fait toutes mes études en alternance, donc j'avais D'accord. l'impression de. Tu avais quand même eu la connaissance de ce que c'est de travailler dans un milieu Voilà. professionnel, Et quoi. j'ai bossé petites agences, cabinets de conseil et grosses agences de stratégie de marque. Et du coup, après, je me suis dit, bon, et j'ai commencé à faire du freelancing à côté de ma dernière alternance le soir et les week-ends pendant mon M2. Et du coup, après, j'ai pris la décision, OK, bah, c'est maintenant, j'y vais full time. Et du coup, j'ai commencé ma vie professionnelle et donc la première identité de comment je me définissais à l'époque en tant que consultant branding, où j'accompagnais l'écosystème startup pas mal à Paris, des boîtes en création ou en pivot sur leur stratégie de marque et leur histoire de marque, qui était le D'accord. métier que j'avais appris à l'agence finalement. Ok. Et ça, c'était mon activité principale jusqu'à cette année où j'ai pivoté sur mon side project, comme tu le disais au début, et qui nous mène à notre conversation. Et alors, donc au début, tu étais plutôt consultant stratégie de marque. L'idée de faire du contenu pour les indépendants, elle est venue quand à peu près? Bah, du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'après, assez rapidement, j'ai commencé à m'intéresser au fait d'agir en collectif et en communauté. Quand je me suis lancé à mon compte, je me suis lancé en même temps que ma coloc et ma meilleure amie, avec qui on n'a plus habité ensemble et avec qui on réhabite ensemble maintenant, ici en Corrèze. Et on s'est lancé en même temps. Et du coup, en fait, dans notre salon, on s'était construit un bureau amovible avec un truc qui monte et qui descend pour qu'on puisse y bosser ensemble et tout. Et du coup, il y a des projets qu'on faisait ensemble. Et au bout d'un moment donné, j'adorais cette dynamique qu'on avait et je me dis, tiens, j'ai envie de la répercuter sur sur d'autres missions et de bosser avec d'autres gens toujours. Et du coup, j'ai rejoint à ce moment-là un collectif d'indépendants qui s'appelle Lab Compagnie à Paris. Et j'ai commencé à co-gérer, avec Isaline notamment et d'autres personnes, les jeunes indépendants de cet écosystème-là. Et du coup, D'accord. on pilotait les personnes qui se lançaient après leurs études et on les aidait à faire leur première mission, on bossait ensemble, on faisait des propositions de un peu les jeunes de la com qui réinventent la manière de bosser et qui Ouais, apportent des nouvelles méthodologies. d'accord. Et du coup, je me suis rendu compte dans ce cadre-là que j'adorais toutes les fois où des personnes qui se lançaient au tout début venaient me poser des questions. Parce que moi, j'avais une espèce de facilité et d'appétence, genre, tu vois, une espèce de truc business qui me venait naturellement et je kiffais trop ça. Et du coup, les gens venaient me voir avec leur devis, leurs propositions commerciales, leurs prêts, leurs trucs comme ça et me demandaient, tiens, Thomas, est-ce que tu peux checker, me donner ton avis? Et j'ai trop kiffé, tu vois, ces liens de, je sens que je contribue Ouais. vraiment à une aventure individuelle de quelqu'un. Et du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille, tu vois. Et je me disais, tiens, c'est intéressant, j'adore faire ça de plus en plus. Et il y a un besoin. Et il y a un besoin et ça aide énormément les gens. Donc, il y avait un beau rapport, quoi. Donc, c'est ça, je Ouais. pense, la première fois où j'ai senti, il y a quelque chose. Bah, c'est vrai que c'est bien d'avoir une idée, mais en fait, si ton idée ne va intéresser personne, ton side project, il est un peu joué à l'échec. Tout à fait. Et comme tu disais, enfin, tu fais bien de le mentionner parce que, à mon sens, tout est une danse entre notre individualité et notre interdépendance en tant qu'être humain. Moi, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Je parle souvent de l'unicité de chacun, chacune quand on est à son compte et quand on mène nos projets, de partir de... Si je pars de mon unicité, sachant qu'il y a une chance sur 400 milliards de milliards, ou je sais plus quel chiffre, mais il y a vraiment des études qui ont été faites pour essayer d'estimer c'est quoi la chance qu'on arrive à l'endroit où on est aujourd'hui, avec notre histoire, notre ADN, les expériences de vie qu'on a eues jusqu'à maintenant, tout ce qui s'est passé, enfin bref, tout ça. Il y a une chance infime que tout se corrèle de la manière dont ça s'est corrélé. Donc ça fait de nous des gens incroyablement uniques, impossibles à copier. Et moi, j'adore cette réflexion de se dire, quand tu construis à partir de cette unicité-là, à quoi ça ressemble quand tu traduis cette unicité dans ce que tu fais. Ouais. Donc ça, c'est vrai, mais c'est aussi vrai de se dire, bah, en fait, on doit la mettre au service de quelque chose, cette unicité, parce que tout projet est toujours en interaction avec d'autres êtres humains. Et moi, ma croyance sur le fonctionnement du monde, c'est que on est tous et toutes interdépendants. On peut pas fonctionner de manière isolée. On fonctionne que ensemble. Ouais. Et donc, le rôle de nos projets, c'est aussi de contribuer à cette interdépendance et de faire en sorte que on apporte quelque chose à la communauté humaine, entre guillemets. D'où l'identification de quoi est-ce que le monde a besoin
et comment je nourris ça avec ce qui me rend unique, moi, en tant qu'être humain. Et ça, c'est une danse constante, en fait. Et du coup, si je comprends bien, tu t'es pas dit, je vais commencer à faire un podcast, je vais commencer à faire des articles. C'est que tu as commencé à aider des gens et quoi, tu as créé ton blog ou tu as créé ton podcast en se disant, je vais répliquer ça pour aider un maximum de gens ou comment ça s'est fait dans ton esprit, ça? Mais au début, c'était pas du tout structuré. Ouais. Et au début, c'était juste, ah tiens, je kiffe ça. Cool, viens, on en fait plus. Et du coup, bah, voilà, j'aidais les gens dans le collectif, quoi. Et j'aidais les. Et ensuite, c'était à l'école, on me posait des questions à l'école, et j'aidais les gens à l'école, et je faisais partie d'une asso entrepreneuriale qui est bien présente dans l'écosystème à Paris, qui s'appelle Genius. C'est une asso entrepreneuriale dans la plupart des grandes universités. Et D'accord. du coup, je commençais à m'intéresser, contribuer de plus en plus là-dedans, aux gens qui rejoignaient en L1 et qui avaient des projets et tout. Et du coup, moi, enfin voilà. Donc, en gros, je multipliais les occasions d'eux. Et la première itération de quand c'est vraiment devenu projet, entre guillemets, c'est quand j'ai rencontré mon autre meilleure amie avec qui j'habite ici et mon associée Marila Anazza, où en fait, elle faisait ses ateliers de coaching dans le salon de mon appart avec Isaline à Paris. Ah oui, d'accord. Euh, et du coup, moi, j'y participais et je trouvais ça trop stylé, tout ce qu'elle faisait. Et du coup, on avait plein de conversations où elle parlait de ce qu'elle apportait en tant que coach. Et moi, je lui partageais toutes mes réflexions marketing, business, enfin le développement que je connaissais et que j'ai des autres personnes à avoir. Et on s'est Ouais. dit, putain, ce serait ouf de faire un truc Un ensemble truc qui et mixe ça, d'apporter en fait. voilà, de rapprocher ces deux mondes-là. Ok. Et c'est là où la première itération du grand side project transmission accompagnement pour les indépendants est née, qui était la première version de mon programme signature qui s'appelle Surf en freelance. Et la première fois qu'on a eu cette réflexion, c'était genre un matin du mois de mai 2018 où elle m'appelle à 7h30 en mode Thomas, j'ai une idée, viens, on cumule nos forces et on fait un truc plus gros, quoi. Et c'est là que ça commençait du coup. D'accord. Donc pas par le contenu, par une envie de créer quelque chose Ouais. qui a pris la forme d'un programme d'accompagnement. Mais tu vois, c'est un élan on aide déjà à notre échelle individuelle. Comment on fait pour aider encore plus et répandre le truc encore plus loin, tu vois. Ouais, je comprends. Et je vois que, bah, par exemple, sur LinkedIn, tu communiques principalement sur ça, mais depuis déjà un moment. Comment est-ce que tu gérais Hmm. tu vois, tes clients, en gros, de ton activité freelance, allaient voir que tu faisais autre chose? Et moi, ça m'arrive que des prospects ou des clients me disent, bah, je te vois poster plein de trucs, je me dis que tu n'as plus le temps pour prendre des nouveaux clients. Et quelque part, tu vois, ça peut être un truc qui va t'empêcher de développer cette activité freelance qui, au départ, reste quand même le truc principal que tu fais, le truc qui te fait manger. Hmm. Comment tu gérais, toi, cette dualité entre tes activités? Parce que du coup, il faut choisir comment tu communiques et il faut choisir aussi comment tu organises ton temps. Super, super bonne question. Moi, ce qui a fait la différence à cette époque-là, quand je commençais parce que du coup, ouais, j'ai commencé à créer du contenu pas longtemps après. Ça a commencé sous la forme newsletter, où en gros, on avait une newsletter et moi, je l'écrivais toutes les semaines. Puis ensuite, j'ai commencé à décliner sur LinkedIn principalement. Et là, je pense qu'on est fin 2018 quand je commence à faire ça. Ouais, ok. Mais en gros, ce qui était intéressant dans la jonction entre effectivement ce qui me faisait manger et me rémunérer, qui étaient les missions conseils, VS ce truc que je construisais, c'est que j'ai construit mon business de consulting sur des effets de réseau. Et je ne créais pas de contenu sur cette partie-là. D'accord. J'ai jamais été dépendant d'une forme de création de contenu pour attirer mes clients à moi sur la partie freelance. Parce que du coup, je faisais partie de cet écosystème. J'en avais intégré d'autres, notamment via l'association étudiante dont je parlais Tu avais avant. des prospects qui venaient à toi finalement et le Donc en fait fait, ouais, de... j'avais mon réseau, quoi. Ouais, ok. Ce qui faisait que la partie content, elle venait se rajouter en mode ah tiens, et ce que mes clients me disaient, c'est ils trouvaient ça intéressant que je méthodise ce que j'apprends et en gros, ça leur montrait ma construction mentale. Et ils disaient, ça nous permet il y avait des gens qui me faisaient ces retours quand ils me rencontraient, de dire, on a regardé ce que tu partages et tout, au-delà du travail de C'était un portfolio. plus finalement. Et ils se disaient, ça nous permet de comprendre comment tu réfléchis et ça nous plaît. Tu vois? Au-delà du fait que ce n'était pas sur les mêmes sujets, même Ouais, si bien sûr il y avait des sujets récurrents qui étaient les sujets que je maîtrise sur
la marque personnelle, le storytelling, comment tu te vends en tant que personne et comment les marques se vendent en tant que marque et où est-ce que ça se rejoint, ces deux choses. Donc, ils voyaient aussi que je maîtrisais les sujets que je maîtrisais, mais je les adaptais à d'autres. Mais du coup, c'était ça aussi la jonction où en fait, ils se disaient, on voit que tu es dans une démarche et on comprend d'où elle vient et on comprend ta manière de réfléchir. Et c'est ça qu'on cherche aussi pour Ouais. notre structuration de mettre en avant notre marque Ouais, du coup, ou sur la la repenser. communication, tu avais ton canal réseau qui t'amenait tes clients sur ton activité de freelance. Et Ouais, finalement, le fait de créer du contenu, c'était un truc en plus qui ne t'enlevait rien à ce que tu avais déjà. Et au niveau exactement. organisation, tu vois, sur ton, je sais pas, sur ta semaine, sur ton quotidien, comment est-ce que tu réussissais à gérer les deux euh, en ayant quand même un peu le temps de dormir, de profiter de la vie? Alors, la vraie réponse honnête, c'est j'en ai aucune idée, je ne me souviens pas du tout. Ah, Parce que, en fait, je pense que c'était le bordel énorme, clairement. Je pense parce que il faut savoir que de base, la partie logistique organisationnelle, c'est clairement pas mon dada. Je pense que je suis le genre de personne avec plein d'élan créatif et ouais, qui se laissait facilement porter par ses idées, avec tout le temps 25 millions de choses en tête et tout. Et ouais, là, on se laisse vite éparpiller, hein. à l'époque, je le contrôlais pas du tout, tu vois. Là où aujourd'hui, je me structure parce que je sais que cette structuration, elle est au service de mes objectifs et de mes enjeux. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas, tu vois. En rétrospective, j'ai l'impression que j'étais un petit chiot complètement dingue. Et à chaque fois qu'on me lançait une croquette, je courais après parce que j'étais excité. Là où aujourd'hui, je m'assagis un peu. Et du coup, je pense que c'était le bordel énorme, que je surtravaillais. Et surtout, le fait d'être à Paris, et ça, je m'en suis rendu compte dans le fait de quitter Paris et aujourd'hui d'être à la campagne, qu'en fait, tu es tellement pris dans un cycle euh, d'hyper-performance et où tu tombes, genre, j'ai l'impression de toujours tomber en avant, que je ne me rendais pas compte de à quel point j'étais potentiellement épuisé. Et je passais ma vie à passer de rendez-vous, en construction, à bosser tard le soir, à bosser tard le matin. Enfin, c'était n'importe quoi. Et je pense que clairement, je tirais sur Tu tirais les sur la cordes corde. de tous les côtés. Tu vois, je brûlais la bougie des deux côtés. Enfin, voilà, toutes les métaphores que tu veux utiliser, utilise-les, mais c'était le gros bordel. Donc, je pense que c'était pas du tout structuré. Là où aujourd'hui, j'aurais plein de choses à en redire, mais le Thomas de l'époque, il était juste en mode, il y a ces flammes qui J'y vais, s'allument quoi. Ouais, ouais. et j'y vais et je me donne les moyens d'eux, peu importe si ça me fatigue et si je dors peu, quoi. Ouais, je comprends. Et alors là, c'est toujours plus par rapport à l'aspect communication. Tu partages beaucoup sur ton activité de freelance, enfin, que Mhm. tu avais à l'époque. Et je me souviens de t'avoir entendu dire dans un podcast, le tien sûrement d'ailleurs, que tu avais multiplié tes prix par 4, par Ouais. 6, je ne sais plus exactement le chiffre. Et je m'étais dit, oh, il est. Enfin, il y va, quoi. Il dit ça alors que, en fait, ses clients vont peut-être l'entendre et ils vont se dire, merde, je paye 4 fois plus cher que les anciens clients. Euh, est-ce que tu avais des appréhensions par rapport au fait de partager publiquement ce genre d'infos et à comment ça pouvait être perçu par tes clients? Bah, je pense qu'au moment où je l'ai partagé, ça devait forcément venir suite à un travail que je pense nécessaire pour nous toutes et tous sur notre rapport à ce que c'est l'argent. Ouais, Et que donc j'avais déjà commencé à déconstruire un peu mon rapport à ça, dans le sens où euh, la valeur et donc un tarif qu'on met sur quelque chose, c'est quelque chose de très abstrait et de très subjectif. Et qui du coup a un lien beaucoup avec nous, mais aussi un lien avec la personne qui achète en face. Et je me suis rendu compte de plein de petites choses, je vais en partager une ou deux, qui m'ont fait commencer à déconstruire et voir, en fait, il y a pas de règle sur combien ça coûte quoi. Du genre, j'ai commencé à voir que les gens qui payaient plus cher dans mes clients étaient plus investis et donc ça se passait mieux dans la relation et ils étaient plus sérieux dans nos collaborations et donc les choses avaient moins de retard, on tenait les deadlines, on rendait les trucs et on faisait des choses canon et plus de satisfaction à la fin, et plus de des deux satisfaction à la côtés. fin. Alors que moi, j'avais complètement l'impression de fournir la même charge de travail. Et du Ok. coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Les gens qui payent plus sont plus investis et on fait des choses mieux parce qu'on est ensemble dans la collaboration, tu vois. Et ils sont pas en attente de c'est lui qui produit, moi, j'ai rien à faire. Si je réponds 3 jours après, de toute façon, c'est Thomas qui est responsable, tu vois. Ouais. Et déjà, ce genre de truc, je me suis dit, ah, intéressant, ok. Et ensuite, enfin voilà, et j'ai vu d'autres choses dans l'investissement de la personne, dans mon investissement propre aussi, où en gros,
tu vas plus loin dans tes réflexions quand tu es plus engagé et que l'argent, en fait, c'était une manière de m'engager moi-même, que j'ai aussi mesuré quand j'ai envie qu'un projet se fasse. Je vais mettre des sous sur la table direct parce que je suis sûr que ça va m'engager. Genre, il y a un truc qui passe dans mon cerveau de OK, Ouais. maintenant c'est sérieux, t'as plus de choix, go. Et du coup, j'ai vu ce genre de choses-là aussi en me disant, ah tiens, donc les gens vraiment sérieux, et ça me permettait de filtrer mes clients aussi, ils vont peut-être vouloir vraiment se dire, OK, go, c'est parti, ce projet, je veux qu'il soit réel en fait. C'est pas Ouais. un jeu, c'est un projet pour ma vie et c'est une vraie boîte que je veux structurer. Donc, let's go. Donc, en gros, voilà, j'étais hyper à l'aise parce que j'avais les arguments pour le défendre et aussi parce que avec le temps, genre ton évolution, elle est dingue. Moi, les 2 premières années de mon activité, et d'ailleurs, depuis que je suis indépendant, j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas d'année en année, tu as une courbe de progression qui est exponentielle. Et Ouais. j'ai jamais autant grandi personnellement, mais aussi professionnellement, que depuis que je suis à mon compte, bien plus que quand j'étais dans les maigres années salariées que j'ai vécues. Mais j'ai Ouais. aussi ce message de plein de gens qui C'est sont carrément salariés, logique. que tu grandis beaucoup plus rapidement. Donc évidemment, ton prix évolue. Et le x4, x6, ça fait peur. Mais en soi, quand tu commences et que tu vends ta journée à 150, 200 balles, c'est très facile de faire un x3 et de passer à C'est vrai. 600. Tu vois. Ouais. Donc c'est aussi genre, oui, x3, 200 à 600. Quand tu te lances et quand tu deviens vraiment expert sur ton sujet, ça va vite finalement. Entre guillemets, vite. Je veux pas dire t'es expert du jour au lendemain, blablabla, Non, parce non. que après on va me taper sur les doigts. Mais cette ascension de ta tarification à mesure de ton évolution qui est tellement rapide, elle est pas déconnante, sachant que mes cibles ont évolué avec le temps aussi. Là où au départ, j'étais plus intéressé par les boîtes au tout début en lancement ou des petits créateurs, tu vois. Qui n'ont pas Et forcément ensuite, des moyens financiers importants. exactement, et que du coup, tes tarifications, elles s'appliquent aussi à ta cible et à ta situation personnelle. Ou en gros, au début, moi j'étais en mode, je m'en bats les couilles de bouffer des pâtes tous les soirs. J'ai juste envie de développer un portfolio et de commencer à acquérir de l'expérience. Et du coup, c'était fine de vendre ma journée à 150 balles parce que j'étais dans cet état d'esprit-là. Là où plus tard, j'avais des plus grandes aspirations sur mon mode de vie et ce sur quoi j'ai envie d'investir, notamment le side project où j'avais envie de commencer à déléguer et tout. Et donc, ça demande une rémunération supplémentaire. Et la question que je me suis posée, Ça c'est, t'oblige à OK, faire plus de chiffres. là, je veux vendre mes journées à 600 balles par jour. De quoi j'ai besoin pour vendre ma journée à 600 balles par jour? La cible évolue un peu et ça venait aussi en raccord avec mes envies et mes intentions. Donc, c'était bien mené. Mais mon offre a évolué aussi. Quand tu fais un truc à 200 euros jour vs 600 euros jour, tu changes ton offre Oui. parce que pour mériter, entre guillemets, les Oui, 600 oui, euros tu peux jour, pas vendre la même chose tu vends pas la même 4 chose fois plus cher, forcément. c'est clair. Ou tu peux, si la personne en face, c'est différent. Tu vois, un créateur, 200 euros par jour, c'est beaucoup et c'est ses économies. Une boîte en pivot, ça fait déjà 4 ans qu'ils vivent et qu'ils viennent de faire une levée de fonds. 200 euros par jour, c'est peanuts et ils sont en mode, c'est un petit projet, tu vois. Et du coup, tu dois mettre plus cher pour engager, même si tu vends la même chose. Ouais. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que en fait, c'est ultra intangible toutes ces notions d'argent et de valeur. Et il y a rien qui vaut vraiment 200 euros par jour, tu vois. Et tu peux Ouais. vendre la même chose à 200 et à 1200 et ça, c'est pas grave parce que tout dépend de où t'en es, où la personne en face en est. Enfin voilà, Ouais, on du coup, pourrait en ça parler fait pendant pas des heures de ce forcément. truc, mais C'est pas forcément gênant d'avoir partagé ça, quoi. Et tu disais que le fait que des gens voient ta façon de communiquer avait pu t'aider à signer des nouveaux contrats. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre? Ça t'a rendu meilleur freelance, peut-être ou... Ça m'a permis de mieux restructurer ce que moi je faisais, D'accord. notamment quand j'ai commencé le podcast, par exemple. Tu vois, le fait de chercher à rationaliser des concepts sur comment ça marche, ça te force à être dans une espèce de gymnastique mentale constante Ouais. de, OK, si j'essaie de rationaliser, comment je réapplique, comment j'expérimente et comment ensuite j'en fais des concepts que je partage. Et en fait, comme tu es dans une recherche je cherche à comprendre les clés, les recettes, le modèle, enfin voilà, tous ces trucs-là, ça fait que tu te les appliques à toi-même inconsciemment, en fait. Là Oui, oui, où, tu peux pas ne pas le faire pour toi, quoi. T'es un petit peu exactement, ton propre terrain d'expérimentation. exactement. Là où quand tu es juste dans je fais ce que j'ai toujours fait, et c'est notamment le cas pour des personnes qui ont été salariées pendant longtemps et qui, quand elles se lancent à leur compte, se disent je prends le même métier, je réplique, je suis seul. Mais en fait, tu restes dans des automatismes qui viennent d'un contexte
mais qui ne fonctionne plus forcément dans le nouveau contexte où c'est seul. Et du coup, pour moi, le fait de chercher à explorer ce qui marchait chez d'autres, trouver une des manières pour le communiquer à d'autres personnes encore pour qu'elles le répliquent, ça m'a forcé à faire une gymnastique mentale de qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce que je peux utiliser pour moi et pour les autres. Et du coup, effectivement, tu es dans une spirale ascendante, en fait. Ouais, Parce que c'est tu te poses surtout des sur questions tout le temps. ton organisation, en fait, que Sur mon ça t'a apporté. organisation, sur ma posture, sur mes Ouais, méthodologies de travail, sur cette question du pricing dont on parlait avant, ouais, sur mon positionnement, enfin plein de choses finalement. D'accord. toutes les facettes de ce que c'est une activité indépendante, et il y en a des centaines, et aussi sur ma vie perso aussi, sur qu'est-ce que je montre, qui j'ai envie d'être, comment j'ai envie de rayonner au travers de mon activité. Et ça a aussi eu un impact où je suis tout le temps moi en entier, tu vois. Je scinde plus parce que j'ai juste envie de, voilà, l'être Il n'y humain a que je qu'un seul suis. Thomas, quoi. Il n'y a pas un Thomas du Exactement. boulot et un Thomas Non. de la vie Je perso. suis un être humain complexe, certes, et holistique. Donc, il y a plein de choses qui gravitent autour de moi et c'est ça que j'amène. Et du coup, ça crée une proximité aussi avec les clients que j'avais à l'époque qui voulaient travailler avec moi, qui font qu'ils voulaient personne d'autre que moi. Ils voulaient pas un. Tu vois, je me souviens, il y a une mission que j'ai eue, c'était une de mes plus grosses missions. La personne, elle a attendu 6 mois pour qu'on puisse bosser ensemble, alors qu'ils avaient le besoin là, tu vois. C'était en mode, ça avait tellement matché d'humain à humain qu'ils voulaient plus un consultant en branding, ils voulaient bosser avec moi parce que je comprenais, enfin voilà, il y avait un truc qui se passait alchimiquement entre nous. Et, D'accord. et ça, c'est incroyable, tu vois. Genre, c'est le meilleur marketing, ça. Il y a pas mieux. Oui, non, mais ça, quand ça arrive, c'est que tu es sûr que tu as réussi, quoi. Ouais. Et moi, ça venait du fait que dans ce que j'apporte, que ce soit dans mes contenus ou dans toutes les autres choses que je fais ou les rendez-vous et les fois que je rencontre les gens, je suis plein. Je joue pas un rôle de je suis consultant branding et voilà comment je crois qu'il faut que je me comporte. C'est voilà qui je suis. Si ça match et que tu as envie d'avoir accès à ce que je peux apporter, fantastique, allons-y. Ouais. Et si ça match pas, c'est pas grave. Genre, tu seras le meilleur client pour quelqu'un d'autre et moi, je serai la meilleure personne pour quelqu'un d'autre. Et Ouais, c'est faut fine. accepter que des fois, bah, c'est comme l'amour, en fait. Des fois, il y a, des fois, il n'y a pas, quoi. Mais c'est que des relations humaines, en fait. Et il se trouve que des fois, ce qu'on fait dans cette relation, c'est jouer aux échecs, baiser ou travailler sur un projet, tu vois. Et c'est juste des relations humaines, à chaque fois. Et c'est les mêmes codes, entre guillemets, Et en presque. parlant de relations humaines, tu as évoqué plusieurs fois le fait que sur ton side project, tu avais commencé à déléguer. C'est souvent un truc qui fait peur à beaucoup de freelances, au-delà du fait que souvent, voilà, ils démarrent en micro, c'est chiant de faire des dépenses, mais le rapport entre, du coup, devenir finalement le client, toi, et la personne avec qui tu travailles, qui devient ton prestataire, comment tu as géré ça, tu vois, apprendre à faire confiance, Hmm. apprendre à processer un petit peu ce que tu fais avec ces personnes-là. Mais le premier truc que je dirais, c'est que j'ai toujours eu cette vision de j'ai envie de m'entourer et de faire des choses en collectif. Je pense que j'ai bien appris des choses sur le fait de faire partie d'un collectif et de déjà travailler à plusieurs sur les missions clients, même si c'est pas exactement le même rapport, parce que t'as pas le même niveau d'engagement, c'est pas ton bébé, entre guillemets. Ouais, mais bon, Donc t'étais ça, je pense pas que ça m'a apporté habitué à 100% du temps à bosser tout seul, quoi. complètement, complètement. Donc il y avait déjà ces petites prémices. Et ensuite, là où je sens que ça a vraiment changé, c'est dans l'année qui vient de passer, là, c'était plus au mois d'avril, où en gros, j'ai travaillé sur un peu mon identité. Je sentais qu'il y avait, genre, je muais de ma peau, de je suis la personne qui fait tout seul, et le solopreneur, à, ok, là, j'entre dans une nouvelle ère où l'identité, et encore une fois, on revient à ce truc que je disais au début de, il n'y a rien que je peux toucher ou c'est moi, l'identité que je me devais de mettre, genre comme si je mettais un nouveau t-shirt, c'est celle plus d'un CEO. C'est-à-dire, je mène une barque, il y a des gens qui sont dans la barque avec moi je donne une direction, mais c'est pas moi qui va pouvoir prendre toutes les rames que j'ai envie qu'on ait dans ce putain de bateau pour avancer, parce que sinon je vais claquer, quoi. Et je vais pas Ouais. pouvoir remplir mon rôle. Et du coup, quand j'ai fait ça, j'ai sorti un carnet et je me suis assis à l'époque, on avait pris un mois, au mois d'avril en Bretagne. Je crois que c'était au deuxième confinement, un truc comme ça. Et je me suis posé avec mon carnet et j'ai écrit journal d'un CEO et j'ai commencé à poser qui j'avais envie d'être en tant que patron d'une boîte, entre guillemets, donc qui a des équipes. Et quelle équipe je veux autour de moi et c'est qui les gens.
Et j'avais déjà du coup Diane qui travaillait avec moi qui travaillait déjà avec moi depuis longtemps. Mais je sens qu'à partir du moment où j'ai fait ce travail-là, ça a changé un truc dans ma conception de comment on bosse ensemble et le lest que je lâche et le regard sur quoi j'ai et tout. Enfin, ça a changé comment j'approche le sujet. Et je venais plus avec les mêmes choses et je venais plus avec la même, entre guillemets, version de moi. Et ça, Ouais, je donc trouve que ça a là, fait un gros switch. finalement, ce pivot dont tu parlais tout à l'heure, c'est passer de freelance qui bosse quasiment seul, en tout cas administrativement, on va dire, et dans son quotidien, à chef d'une vraie entreprise, entre guillemets, si on peut Ouais. dire ça. Est-ce que pour toi, tu penses que la majorité des freelances, faudrait qu'ils aient un side project, quitte à ce que ça en reste un, mais tu vois, c'est une sorte de bouffée d'air, c'est un truc en parallèle qui te fait monter en compétence, qui t'apporte, qui t'apprend. Est-ce que tu penses que toi, tu es une exception et que la majorité des gens devraient avoir ce side project, mais qui reste un side project, tu vois? Hmm. Déjà, je pense que quand dans la phrase, il y a le il faut, si on se dit à soi-même il faut que, ça ferme. Ouais. Et juste avant, j'enregistrais un épisode de podcast avec Jérémy Clays, que j'adore et qui est peut-être sorti quand cette vidéo sort ou pas, j'en sais rien, mais sinon, écoutez-le, où on parle de suivre la voie où on sent la vie en nous. Et quand on Ouais. dit, ah tiens, là, je sens que c'est hyper vivant, quoi, d'aller par là. Et si ça, c'est le cas, et que du coup, on a envie d'explorer sans enjeu à côté de son activité rémunératrice, c'est trop bien. Et j'en parle du coup dans l'article que tu m'as dit sur lequel tu rebondissais avec cette vidéo Je de remettrai un comment et lien pourquoi. Ouais, dans la description de la cool. vidéo. Et le titre de cet article, c'est comment et pourquoi j'ai arrêté mes missions freelance. En fait, je sentais que euh, j'ai pu investir ce side project avec de la vie, donc ma créativité, mes envies, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu au début, tu vois. Ouais. Au début, genre, je sais, ok, je vis C'était le bonus, euh, quoi. grâce à ça. Et là, je vais explorer d'autres parties de moi qui ont envie de s'exprimer. Et s'il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de ça, tu vois. Mais en revanche, effectivement, je trouve que des projets qu'on peut appeler side project ou projets personnels ou exploration, tout autre qu'on trouve potentiellement dans des loisirs, mais en tout cas, quand on a une assise sur quelque chose qui nous nourrit, qui nourrit notre mode de vie, en tout cas financièrement parlant, ça ouvre l'espace de se dire, OK, bah, s'il y a d'autres parties de moi qui veulent s'exprimer, laissons-les s'exprimer et voyons où ça mène. Et là, je fais écho à une autre conversation avec Laetitia Vito sur mon podcast Young World on Freelance, où elle parle d'une vie en multiphase et qu'on sort d'un modèle en 3 phases où je me forme, je travaille, je prends ma retraite, Ouais. qui était plus les générations avant nous où tu Les bosses dans la baby même boîte toute boomers. ta vie, tu vois. Ouais. Là où aujourd'hui, en fait, on se réinvente constamment. Et genre, j'ai été consultant branding, là, je suis sur des sujets de coaching, de transmission. Ça se trouve, après, je vais lâcher ça, je vais fabriquer du savon, puis ensuite, je vais devenir maraîcher, puis ensuite, je vais me rendre compte que je suis super bon dans comprendre comment on fait pousser ça et je vais faire de la conception en permanence. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Et en fait, nos vies, on découvre des facettes de nous, on évolue, on recommence. Enfin, on recommence, c'est même pas un recommencement, c'est une évolution. Et du coup, peut-être que le side project devient le projet central. Peut-être pas. Peut-être qu'il meurt et que ça continue. Enfin voilà, il n'y a pas de règle, tu vois. Donc à mon sens, ce que je dirais à quelqu'un qui est là, c'est juste, qui regarde cette vidéo, c'est qu'est-ce qui a envie de s'exprimer en toi que peut-être tu retiens en mode non, je peux pas. Genre lâche et vois où ça mène. Ça se trouve, ce sera une nouvelle phase pro. Ça se trouve pas. Ça se trouve, ce sera un petit dédale qui se perd dans les bois et tu reviendras et il y aura autre chose qui veut s'exprimer, mais laisser les trucs en nous qui veulent s'exprimer. Et justement, toi, tu avais ton activité qui fonctionnait bien. T'as arrêté pour te consacrer à 100% sur cet autre projet qui te faisait vibrer. C'est pas trop difficile de renoncer à un truc qui fonctionne bien, Hmm. que tu as mis des années à construire en plus. Oui et non. Je vais raconter en gros le point de départ que je partage du coup dans l'article en question. C'est le dernier projet que j'ai eu sur la partie branding. C'était sûrement un des projets avec le plus d'enjeux et intellectuellement le plus stimulant parce que complexe.
Et en fait, je me suis rendu compte que ça me fascinait, mais à chaque fois que je me mettais devant mon ordi, énergétiquement, mon énergie elle faisait tu vois. Genre, C'est plus ça qui te faisait vibrer, quoi. si je parle du cœur, genre, quand je me mettais à mon ordi pour bosser sur les podcasts, bosser sur les programmes, mes formations, du contenu pédagogique et tout, ça faisait. Et quand je me mettais à mon ordi pour bosser sur, je sais pas, avancer sur le brand book ou le manifeste, ça faisait Ouais, pour le d'accord. client en question, tu vois. C'était un signe, Et, quoi. et du coup, d'observer de semaine en semaine ce jeu complètement énergétique en moi, de comment je me sens quand j'arrive à mon ordi pour faire les choses qui sont prévues dans mon planning, je me suis dit, il y a un truc qui cloche et j'ai envie de suivre ce qui est vivant en moi, en fait, tu vois. Et je me suis dit, peu importe ce que je fais et peu importe l'histoire que je me raconte dans ma tête, et bien sûr, il y avait plein de freins et plein de peurs, ça ne sera jamais plus comme avant. Même si ça marche et que je fais mes 50 000 par an, très confortable en freelance, qui était là où j'en étais à l'époque, mais en fait, tu les kifferas jamais, quoi, tu vois. Ouais. Même si tu doubles, tu kifferas jamais parce que ça se ferme. Et du coup, j'avais plus le choix, en fait. Tu vois, à partir du moment où j'avais observé ça, c'était en mode, Tu OK, t'es bah, en écouté, fait, finalement. tu peux plus ne plus voir que énergétiquement, tu y es plus, en fait. Et du coup, j'ai suivi. Et clairement, ça a été la meilleure décision de ma vie parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées depuis cette décision. Et même financièrement, cette année, je vais faire x2, peut-être même x3 sur les 50 000, tu vois, en Mm. termes de chiffre d'affaires. Et ça, c'était inconcevable dans ma tête à l'époque. Ouais. Mais tu vois, ce que je retiens de ça, c'est dès que tu t'ouvres à là où toute ton énergie va naturellement, bah, tu sais que tu vas être plus focus, plus performant, avoir des meilleures idées, avoir plus d'énergie pour y aller. Enfin bref, les choses s'enchaînent naturellement, alors que dans l'autre, tu es dans la lutte. Ouais. Tu vois, ça part pas du même espace à l'intérieur. Et du coup, tu dirais, pour conclure, que qu'est-ce qui fait, selon toi, même si après, bien sûr, ça dépend des personnalités, mais qu'un side project, il fonctionne et qu'on s'y tient aussi parce que on a aussi des clients, l'administratif, la prospection à gérer. Qu'est-ce qui fait que notre side project, c'est pas juste un loisir, c'est vraiment quelque chose qui peut être sérieux. Tu veux dire devenir le projet principal, entre guillemets? Bah, devenir le projet principal ou devenir aussi quelque chose, on sait qu'il est là, qui nous rémunère, qui Hmm. nous intéresse. Hmm. C'est devenu un business, tu vois. Sans dire que j'ai la science infuse et que j'ai exactement les réponses, mais je vais partager ce qui, moi, m'a aidé le plus à en faire quelque chose de plus grand et qui fait que la première année où je me focus à 100%, ça fait ça. C'est que comme il n'y avait pas d'enjeu au départ, j'étais libre de me concentrer sur des effets de levier. C'est-à-dire construire des choses qui sont un peu des assets, comme si on parlait en termes d'investissement. Tu vois, tu crées Ouais. des choses qui continuent de t'apporter des choses dans le temps. Là où si je m'étais mis direct en mode il me faut des sous avec ce truc et je ferais que de la prospection, disons, bah voilà, t'investis moins dessus. Et c'est pour ça où là, par exemple, le podcast a été incroyable pour moi. J'avais pas d'enjeu, donc je pouvais me concentrer sur du contenu à forte valeur ajoutée, ce qui fait que quand je lance en vrai, j'ai déjà genre 60 heures de contenu dingue que je peux leverager, utiliser comme levier comme ça. J'ai déjà une communauté de plus de 2000 personnes qui suivent mon travail que je peux utiliser comme effet de levier comme ça. Donc en gros, ce que je dirais, c'est tant qu'il n'y a pas d'enjeu financier et que tu as une autre source financière de ton projet principal qui te nourrit, cherche à te cherche à construire des effets de levier, des choses où Ouais. tu sais que dans le temps, ça va t'apporter de plus en plus parce que tu continues de Ouais, c'est la constance et de penser au un peu long terme, quoi, finalement. complètement long terme même. Et le contenu, en tout cas aujourd'hui, c'est un des grands effets de levier. Il y en a plusieurs. Je peux te les lister peut-être pour que les gens puissent le savoir. Les effets de levier classiques de avant la révolution numérique, c'est le capital, l'argent. On parlait d'investissement financier. Tu places ton argent quelque part, il travaille à ta place, ça te crée d'autres choses derrière. Donc, c'est un effet de levier. La main-d'œuvre aussi. Quand tu as des gens qui travaillent pour toi, ça démultiplie ta capacité de Ouais. production. Et du coup, ça fait des effets de levier parce que ça dépend plus que de toi. Sauf que ces deux effets de levier, c'est des effets de levier pour lesquels il y a une permission, entre guillemets. Soit il faut déjà que tu aies le capital pour investir,
Ouais. Soit il faut que tu aies des gens qui soient OK d'être ta main-d'œuvre. Et souvent, il faut le capital pour ça ou pas. Ça va Mais ensemble en tu as besoin de général, leur ouais. permission, tu vois. Ouais. Et ensuite, il y a les autres qui sont plus des effets de levier sans permission, qui sont rendus possibles grâce à l'ère numérique, qui sont les médias, les effets médias, donc le contenu, comme on fait là, ce qui est du coup quelque chose sur lequel tu peux construire et construire et construire et construire, que ce soit du média écrit, vidéo, audio ou imagé. Ouais. C'est des choses que tu peux réutiliser, tu vois. Donc c'est infini comme jeu. Ça et le code. Le fait de construire des produits et des projets. Et même, je dis code, mais de moins en moins parce qu'il y a tous les outils de no-code qui sont incroyables. Ouais, c'est Et plus tu peux produit bâtir des choses finalement. qui fonctionnent à ta place. Genre une application, par exemple. Si tu bâtis une application qui remplit un besoin spécifique, c'est un effet de levier parce que ça continue de faire son job alors que toi, tu fais plus le job Ouais. parce que tu n'es plus dans la production. Donc, en gros, ce que je dirais, c'est focus sur les effets de levier pour que ensuite, quand on lance, on puisse faire quelque chose de plus costaud une fois qu'on investit en plus plus notre temps et plus notre focus, quoi. Bah, moi, ce que je retiens de tout ce que tu dis, et là, ce que tu viens de dire, ça me pousse encore plus à avoir cette idée, c'est qu'il y a besoin d'une passion au départ, parce que, en gros, tu es en train de faire pour l'avenir, donc ça ne te Hmm. rapporte pas tout de suite. Il faut que tu le fasses aussi par envie. Bah, ouais, je te rejoins. Le mot passion, je suis un peu. Il me parle pas tant à moi parce que j'ai jamais considéré que j'avais des passions, Ouais, mais j'ai des élans de vie qui vont dans des endroits. Aujourd'hui, ça devient même presque des fascinations, plus que des ouais. passions. J'arrive pas exactement, du coup, quand je dis les deux, j'arrive pas à voir exactement la différence que je fais entre les deux termes. Et peut-être que du coup, ça parlera à certaines personnes passion et d'autres fascination. Mais tu vois, moi, j'étais fasciné par tout ce qui se passait dans le contenu, les rencontres que j'avais avec les gens, ce que j'essaie de comprendre de comment ça fonctionne dans leur cerveau, leur psychologie et tout, que genre, je suis constamment en train de me replonger dedans, tu vois. Et donc, nécessairement, tu construis des choses pendant plus longtemps parce qu'il y a cette fascination que tu suis. Donc, je dirais, pour revenir sur les termes que j'utilisais avant, suivre l'élan de vie qui est la naturelle, qu'on pourrait appeler passion, mais tu sais, c'est un truc genre, tu sens que Faut ça part de l'envie, en là tout et cas. La vie et et ça l'envie. sort, quoi. Ça a besoin de se manifester. Ok. Bon, bah, c'est hyper riche tout ce que tu as partagé. Je te remercie. J'espère que ça va faire naître des vocations ou alors Peut-être. voilà, permettre à des gens qui ont des Des idées projets, de des side projects. lancer tout ça de façon un petit peu plus concrète et pas juste garder ça comme un truc qui est là quelque part dans la tête. Bah, merci beaucoup Thomas pour tout ce partage. Avec grand plaisir. Et petite invitation pour les gens qui regardent cette vidéo. Si jamais vous voulez, enfin voilà, vous avez des questions, des réflexions, des partages, n'hésitez surtout pas à... Marion fera un très bon travail, j'en suis sûr, de répondre dans les commentaires sous la vidéo. Mais si vous avez envie de me partager, ce serait avec grand plaisir. J'adore apprendre des histoires de chacun, chacune et voir les projets naître. Et je vous invite à lire l'article que j'ai écrit aussi, qui du coup est Ouais, dans la je description, remettrai le parce que lien de l'article dans la je description. vais bien plus loin dans exactement les effets de levier qui ont eu du sens pour moi, ce qui a bien marché, ce sur quoi j'ai pu activer pour que ça... Enfin bref, je vais plus C'est loin dans dans le l'analyse, partage, quoi. quoi. Ouais, ouais, je vous encourage vraiment à lire cet article s'il est dans cette project. C'est un truc qui est bien ancré chez vous. Bah écoute, merci beaucoup Thomas. Et puis Avec grand plaisir, merci à toi surtout. bonne fin de journée à tous.